Et notre invité politique ce matin, c'est Clémentine Autain. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, députée La France Insoumise de la Seine-Saint-Denis, candidate au régional en Ile-de-France. On va en parler. Vous êtes avec nous pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Fabrice Vessey-Redon. Bonjour Fabrice. Bonjour Oriane. Du groupe Bonjour. EBRA, les journaux régionaux de l'Est de la France. On commence bien sûr, Clémentine Autain, par ces annonces hier de Jean Castex. Cette principale annonce, on sera désormais tous sous couvre-feu à partir de demain, 18h. Couvre-feu qui est donc étendu à toute la France. Jean Castex parle de freinage préventif. Est-ce que vous soutenez cette mesure ? Écoutez, on se retrouve dans une situation absolument ubuesque. Et depuis le début de la crise sanitaire, parce que ce qui frappe, c'est pas simplement que nous avons un gouvernement très libéral sur le plan économique et qui nous a mis dans la nasse, pas simplement celui-ci, mais les précédents, avec les fermetures de lits, avec un manque de moyens, par exemple, dans la recherche, où on sait que toute la recherche scientifique qui aurait dû être faite sur des virus de type Covid ont été impossibles à mener parce qu'il n'y a pas eu d'investissement public. Je ne vais pas faire toute la liste, mais on le savait. On a appris que le gouvernement était en plus autoritaire et maintenant, chemin faisant, nous apprenons que nous avons en prime un gouvernement qui est incapable d'organiser la production des masques, incapable d'organiser les tests d'un point de vue logistique et puis maintenant incapable de prévoir une vaccination en temps et en heure correctement. Donc on va revenir sur ces questions, mais sur le couvre-feu. Oui, mais ça a à voir. Comprenez bien que ça a à voir. C'est-à-dire que le gouvernement patine, change de stratégie, ne sait pas comment faire et a fait un choix de société. Le choix de société qu'il a fait, c'est de faire primer l'économico, vous voyez ce que je veux dire, l'économico strict, c'est-à-dire la logique de compétitivité, en fait, tout ce qui rentre dans les normes néolibérales, sur la vie, sur la façon de mieux préserver la vie quotidienne des Français, leur santé, mais aussi, on n'est pas là simplement pour être des corps vivants, vous voyez ce que je veux dire ? On n'est pas simplement pour être des corps vivants, on est pour être des individus qui ont de la vie. Or là, la situation devient dangereuse. Alors pour répondre à votre question précise, parce qu'on étant maintenant, on ferme plus à 20h, mais à 18h, moi j'ai toujours pas compris en quoi ça allait davantage nous protéger. Et je pense que beaucoup de Français qui nous regardent ce matin se posent la même question. Un confinement protégerait davantage ? Mais ce qui nous protégerait davantage, c'est d'avoir pris d'autres mesures plus tôt. Et en particulier sur les enjeux de confinement, nous proposons depuis un moment qu'il y ait des rotations. Et que, par exemple, le spectacle, la culture, l'accès à la culture, tout ce qui fait partie du plaisir de la vie ne soit pas confiné comme ça l'est aujourd'hui. Que du point de vue... c'est-à-dire pour vous, il faut rouvrir les cinémas, les théâtres, les musées ? Ce qu'il faut, c'est des règles sanitaires et d'éviter des lieux trop denses et se protéger avec des gestes barrières. Voilà, ça c'est fondamental. Et ça s'organise. Il faut maintenant organiser aussi la vaccination, parce que le vaccin, même s'il fait polémique, et je sais aussi que laisser la recherche du vaccin dans un cadre néolibéral, ça ne peut que créer des inquiétudes par rapport à ce vaccin-là, mais c'est l'espoir pour sortir de la pandémie. Bon, si on n'a pas confiance dans le gouvernement, dans sa capacité à organiser la vaccination, c'est un fiasco depuis des semaines maintenant, vous voyez bien que cela nous prochaine. Alors une fois qu'on est... Est-ce que c'est encore un fiasco ? Le gouvernement avait dit on sera à 1 million fin janvier, là on est à 70 000 vaccinations par jour à peu près, en tout cas c'était le cas hier. Est-ce que vous dites on est quand même en train de rattraper le retard ? Est-ce que du coup on sera dans les objectifs ? On a pris un retard considérable, notamment parce que le gouvernement ne sait pas être correct sur la logistique, c'est-à-dire qu'il ne sait pas organiser. Comment voulez-vous qu'on ait confiance ? Les aiguilles se sont perdues. C'est insensé, cette affaire. Clémentine Autain, est-ce que c'est pas devenu quand même un angle d'attaque difficile pour vous, d'attaquer le gouvernement sur ces questions logistiques, quand on voit ce qui se passe dans le reste de l'Europe, notamment l'Allemagne, qui était jugée le bon élève au départ dans la gestion de la crise. Aujourd'hui, c'est une situation qui est bien plus difficile qu'en France. Est-ce que finalement, tous les gouvernements mondiaux ne sont pas confrontés à la même problématique ? Que tous les gouvernements mondiaux soient confrontés à une immense difficulté, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Et je suis pas en train de vous dire c'est facile. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que les choix qui sont faits correspondent à des choix de société. Et donc, je conteste, par exemple, sur le monde culturel, parce que je pense que c'est un choix de société que d'expliquer qu'on peut tout à fait aller dans des complexes commerciaux le week-end, s'entasser, mais que par contre, on ne peut pas aller au cinéma avec 1 mètre de distance, ou au théâtre, ou au musée. C'est un choix de société. Et là, par exemple, en mettant le couvre-feu à 18h, c'est encore un choix de société. Qui va payer un prix fort ? Par exemple, le monde sportif. Vous savez très bien que les activités sportives, notamment pour les enfants qui pouvaient encore avoir lieu, c'est en général plutôt dans ces horaires-là.
Voilà, donc on supprime encore ça. Et moi, je mets en garde. Je dis que la société que nous sommes en train de fabriquer, qui est une société de plus en plus liberticide, avec des choix qui sont des choix qui nous considèrent simplement comme des individus devant répondre à des normes économiques qui nous dépassent et non pas à la production de biens communs et à la vie, tout simplement, à ce que j'appelle la vie. Et une vie, c'est pas simplement aller travailler, c'est pas simplement mettre au boulot dodo. Quand vous avez vu ce qui se passe depuis le début de la crise avec ce confinement qui a eu un retentissement très dur pour l'économie, on a maintenant une dette, un déficit énorme. Est-ce que vous pouvez dire que le gouvernement a privilégié l'économie sur la santé des Français? Mais c'est une certaine économie. C'est une certaine économie. Moi, je suis pour protéger l'économie, si vous prenez ce terme-là simplement, bien sûr. D'ailleurs, je peux vous dire, moi je suis élue de Sevran, Villepinte et Tremblay. Je peux vous parler par exemple de ce qui se passe dans la zone aéroportuaire de Roissy, le massacre social dont il est question. On pourrait parler de ça. Je peux parler des petits commerçants qui sont à l'agonie. Voilà, ça, bien sûr qu'on peut parler de tout ça, mais la question c'est suffisamment soutenu par l'État pour vous. Bruno Le Maire a annoncé hier encore une extension du fonds de solidarité, un décalage dans le remboursement des prêts garantis par l'État. Bien sûr, Monsieur Le Maire s'est adressé à des entreprises qui ont déjà une sacrée solidité en termes de chiffre d'affaires. C'est à eux qu'il s'est adressé. Il s'adresse aux grands groupes depuis le début, à qui il déverse des milliards sans contrepartie sociale et environnementale. Et pour les petits... ces aides, elles n'aident pas que les grands groupes. Mais pour les petits, bien sûr qu'il y a eu des aides, et notamment pour les TPE, les PME, je le sais bien. Mais là encore, il y a eu d'énormes bugs dans la temporalité pour verser ces aides, et un certain nombre, quasiment, étaient au bord ou ont mis la clé sous la porte parce que les aides ne sont pas arrivées à temps, ça c'est la première chose. Ensuite, vous avez beaucoup de prêts. Les prêts, ça veut dire que vous allez surseoir. C'est pas de l'argent qui arrive, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir le rembourser. Quand vous êtes une petite entreprise et que c'est difficile, c'est pas si simple de rembourser. Et quand je vous parle de la zone aéroportuaire de Roissy, où c'est massif, où vous avez un trafic qui s'est évidemment effondré, eh bien là, que fait le gouvernement ? Que fait le gouvernement ? Eh bien, il déverse des aides sans contrepartie et en attendant, il y a des plans sociaux énormissimes et aussi tous ceux qui sont dans des petites entreprises en intérim, sous-traitants, etc., qui sont licenciés, mis à la porte sans autre discussion. Donc quand je vous dis il faut protéger l'économie, la question c'est quelle économie ? Quel est le sens que l'on veut donner à ce que l'on protège ? Et aujourd'hui, je considère que ce qui est protégé, c'est le modèle attractivité, compétitivité, concurrence. Voilà, c'est ça qu'il faut impérativement protéger et non pas la vie de la majorité de nos concitoyennes et de nos concitoyens et pas les entreprises les plus utiles pour répondre à nos besoins. Vous y croyez encore au monde d'après ? Mais moi, vous savez, je ne crois, c'est pas de la croyance, c'est la force de la détermination et de la volonté. C'est ça qui compte. Donc ma question, c'est pas de savoir si j'y crois, c'est je milite, je m'engage, je suis résolument tournée vers cet objectif qui devient d'une impérieuse nécessité. C'est-à-dire que c'est urgentissime maintenant parce qu'il y a la crise sanitaire, il y a la crise sociale et il y a en plus la crise environnementale. Quand vous mettez tout ça, si on continue à aller dans le mur dans lequel nous allons, alors je pense que la catastrophe va être très très sévère et en particulier pour les plus fragiles. Donc, c'est pas une histoire de croyance, c'est une histoire vraiment de nécessité. Donc je pense que le débat maintenant qui est posé dans la société, et nous le porterons à l'occasion des échéances électorales, mais aussi tout au long de l'année, dans les mobilisations sociales, à l'Assemblée nationale, dans les différentes instances où nous sommes, à chaque échelon, et nous dirons la même chose. Voilà, il faut une société qui se tourne vers la justice sociale, vers le partage des richesses, vers la protection des ressources naturelles, et donc qui réoriente en profondeur les buts, les finalités même de l'économie pour que cela réponde à nos besoins et non pas aux besoins du capital de sans cesse, vous voyez ce que je veux dire, avoir plus d'argent pour être dans cette logique de compétitivité internationale. Ça me paraît vraiment être le sujet du moment qui va avec la démocratie. Parce que si le gouvernement est autoritaire, c'est aussi parce qu'il sait que ses choix sont très contestés dans la société et de plus en plus, avec une défiance, un dégoût parfois, qui grandit à l'égard de celles et ceux qui dirigent. Et moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce qu'une société ne peut pas fonctionner correctement si elle est aussi inquiète. Ça vous inquiète, ça veut dire que pour vous, ça peut mener où, tout ça ? Je pense que la France aujourd'hui est dans un état de cocotte-minute. Vraiment, de cocotte-minute. Voilà. Et si la cocotte-minute explose, ça donne quoi ? Écoutez, moi je me bats pour que si la cocotte-minute explose, elle donne un changement progressiste, humain. Et qu'on ne bascule pas vers des solutions encore plus autoritaires, encore plus de fermeture, encore plus dangereux
pour ceux qui m'est cher, hein, c'est-à-dire ce fameux partage des richesses, mais aussi cette ambition culturelle et démocratique. Voilà, c'est ce qui me tient, c'est ce qui me motive. Et j'ai de la colère, j'ai beaucoup de colère. Mais il y a aussi du ressentiment dans la société. Et le ressentiment, la haine, ce sont des mauvais moteurs. Les bons moteurs, c'est la colère et l'espoir. Voilà. Et moi, je veux transformer cette colère en espoir. On va parler de la jeunesse qui est touchée par cette crise. On va parler des étudiants dans quelques instants, mais d'abord les plus petits, ceux qui vont encore à l'école, les écoles qui seront donc maintenues ouvertes. C'est ce qu'a annoncé hier Jean Castex et Jean-Michel Blanquer, avec un protocole sanitaire renforcé, notamment sur les cantines, sur les activités sportives. Vous en parliez, et 300 000 tests par semaine. Est-ce que pour vous c'est la bonne méthode? Ce qu'il faut, de toute façon, c'est en effet protéger davantage les enfants, les enseignants. Ça me paraît l'évidence. Et c'est vrai que ça a tardé, qu'il y a eu aussi beaucoup d'inégalités, puisque, par exemple, le système de rotation a fonctionné dans certains établissements et pas dans d'autres. Vous avez donc des élèves qui ont eu une moitié de cours, d'autres pleinement cours, avec parfois à la clé à la fin de l'année des examens qui sont des examens nationaux. Donc moi je comprends le désarroi de beaucoup d'enseignants. Mais vous comprenez qu'on maintienne les enfants à l'école? Oui, je suis pour qu'on maintienne les enfants à l'école. Oui, je suis pour qu'on maintienne les enfants à l'école. Et encore une fois, des systèmes de protection, de rotation. On voit bien qu'on est inscrit dans potentiellement quelque chose qui peut être au long cours. Ça fait déjà depuis mars dernier que nous sommes dans cette situation très, très douloureuse face au Covid. Donc, on peut pas rester... Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas vivre sous cloche en permanence. Les répercussions sont terribles. Les répercussions psychologiques, les répercussions sur la santé, les répercussions sociales. Vous avez 1 million de pauvres de plus. Depuis la crise. Et un gouvernement qui ne protège pas socialement. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. Sur le monde étudiant, dont on parlait à l'instant, que vous connaissez bien d'ailleurs, est-ce que la situation est encore plus critique? On annonce un accompagnement psychologique. C'est la bonne méthode ou il faut aller au-delà? Vous savez qu'en France, il y a un psychologue pour 30 000 étudiants. Un psychologue pour 30 000 étudiants en France. Frédérique Vidal a dit que le nombre de psychologues serait doublé. À la bonne heure. Mais je voudrais que tout le monde se rende compte que tous les choix qui ont été faits depuis si longtemps de sabrer le service public, c'est pareil pour l'organisation de l'État. Si on n'avait pas tout dépecé, sans arrêt essayer d'être dans une logique de rentabilité à court terme, on ne serait pas dans la situation dans laquelle on est. Donc pour les étudiants, c'est dramatique sur le plan psychologique. C'est vrai qu'on dit que le 20 ans, c'est le bel âge. C'est un âge qui est aujourd'hui volé. Pour les étudiants et pour la jeunesse, pas simplement pour les étudiants, ne pas pouvoir aller en cours, ne pas pouvoir être dehors, enfin, c'est une privation qui a un coût très très grand et qui en effet... Jean Castex les reçoit ce matin, les organisations étudiantes. Qu'est-ce qu'il doit leur dire? Quelles mesures il doit prendre pour vous? Moi je suis pour que d'abord, immédiatement, il y ait un filet de sécurité. Nous ne cessons de le dire. L'ouverture du RSA pour les 18-25 ans est une impérieuse nécessité. Voilà, c'est urgentissime. Or, pour l'instant, on nous annonce une espèce de plan qui est une nouvelle usine à gaz, très complexe. Pour le gouvernement dit non au RSA au moins de 25 ans. Bien sûr, mais parce qu'il crée à la place une usine à gaz qui part du principe que si les jeunes n'ont pas de job ou ne travaillent pas, c'est qu'ils sont des feignants. Puisque vous savez bien que pour trouver un emploi en France, il suffit de traverser la rue. Donc quand on a ça dans la tête, on arrive à des usines à gaz pas croyables. Alors que quand on déverse des milliards pour des grandes entreprises, là, on ne demande aucune contrepartie. Or, vous avez vu que des grandes entreprises en profitent, prennent l'argent et font des plans de licenciement colossaux alors qu'ils ont fait des profits records pendant la crise. C'est d'un niveau d'indécence absolument incroyable. Et on n'est pas capable là d'avoir un filet de sécurité pour les jeunes tout de suite maintenant. On n'est pas capable, le gouvernement n'est pas capable de renoncer à sa réforme de l'ISF pour faire contribuer les hyper riches. C'est quand même insensé, absolument insensé. On va parler d'un autre sujet qui est dans l'actualité, Clémentine Autain, c'est la question de l'inceste, Fabrice. Oui, le livre de Camille Kouchner remet l'inceste sur le devant de la scène, les projecteurs, une lumière très crue. Vous êtes surprise par tout ce qui se passe, par ce déchaînement à la fois de démission, de débat, de contradictoires. Vous êtes surprise par ce qui se passe? Je suis agréablement surprise par la vague MeToo. Et le fait que dans la durée, elles s'inscrivent dans notre pays et même à l'échelle internationale. Parce que la libération de la parole aujourd'hui est le thème des viols incestueux. Il s'inscrit en réalité dans ce mouvement très très vaste qui n'en finit pas d'éclore. Et ça, je ne sais pas comment vous le dire, ça me mettrait presque les larmes aux yeux de vous le dire, parce que vous savez que moi j'ai parlé avant la vague MeToo, on avait fait une pétition
qui était un manifeste d'idées 313, qui déclarait publiquement avoir été victime de viol, c'était avant la vague MeToo. Et je vous assure que le climat n'était pas du tout le même. Alors de voir ce déferlement de paroles, ça me crée une émotion incroyable et un espoir formidable. Donc moi, je retiens d'abord ça. Et ce qu'a fait Camille Kouchner... Vous l'avez lu? Oui, j'ai lu. J'ai lu le livre de Camille Kouchner ce week-end, qui est en effet assez édifiant sur ce qu'elle raconte, et qui permet, parce que c'est un livre, parce que ce sont des personnalités connues, de soulever une chape de plomb sur le viol incestueux et de remettre aussi sur le devant de la scène des questions législatives importantes. Justement, il faut la changer, la loi. Il faut créer une peine spécifique pour cette question de l'inceste. Est-ce qu'il faut rendre l'inceste imprescriptible pour vous? Moi, ce que je dis déjà, c'est que le plus important, c'est que la parole se libère. Si vous voulez qu'on ait des plaintes avant les délais de prescription, il faut que la parole se libère et que ce soit donc plus facile de déposer plainte, parce que vous pouvez parler déjà aux personnes qui vous entourent. Un policier peut vous recevoir sans vous regarder bizarrement, en comprenant ce que vous dites. La justice, il faudrait y mettre des moyens, peut aussi prendre des décisions plus fermes, plus claires. Donc c'est peut-être plus compliqué quand ça se passe au sein de sa famille. Est-ce que du coup, il faut des délais plus longs, justement, pour que la parole se libère plus longtemps? Elle met plus de temps à se libérer peut-être dans ces cas-là? Elle met beaucoup plus de temps à se libérer aussi, parce qu'il faut comprendre que, et c'est ce que le livre d'ailleurs explique assez bien, c'est l'ambivalence des sentiments. C'est-à-dire que vous êtes face à des adultes qui sont censés vous expliquer ce que sont les façons de vivre, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Quand elle raconte que Olivier Duhamel dit à cet enfant, cet enfant de 14 ou 13, 14 ans, on ne sait pas très bien, c'est comme ça qu'on fait, ça se fait, tout le monde le fait. Bon, il représente quelque part la loi, vous voyez ce que je veux dire. Il est le beau-père, il représente la loi. Mais en même temps, ce qu'elle raconte, c'est que ce beau-père, c'est aussi celui qui illumine sa vie, s'occupe d'elle, etc. Donc il y a une ambivalence des sentiments et qui rend les choses très douloureuses et très difficiles pour pouvoir sortir. Donc si on a d'autres adultes qui eux-mêmes encouragent ce silence, condamnent, enfin si la parole ne peut pas s'exprimer, alors c'est l'enfermement, et c'est un enfermement très dangereux, comme le raconte très bien Camille Kouchner. Il nous reste peu de temps, malheureusement, Clémentine Autain. On va parler des régionales, de votre candidature. Avant de parler de votre candidature avec Fabrice, un mot sur un éventuel report de ce scrutin, si toutefois la situation épidémique ne permet pas de le tenir au mois de juin. Est-ce que vous y seriez favorable, ou est-ce que vous dites faut que ça se tienne en juin, après c'est trop tard? Je pense vraiment qu'il faut organiser les conditions pour que ces élections ont lieu. Se passer de la démocratie par temps de crise, c'est pas du tout une bonne idée. Voilà. Alors évidemment, il faut que cette organisation, si nous sommes encore confrontés à une vague terrible, puisse se tenir dans des conditions sanitaires qui ne mettent pas en péril donc ça veut dire avant la présidentielle. Avant la présidentielle. De toute façon, c'est soit en juin, soit après, parce qu'il y a un délai d'1 an incompressible. Ouais. Donc c'est juin, ou alors après, on reporte très très loin ces élections régionales et départementales, ce qui ne me paraît vraiment pas souhaitable. Vous serez on va parler de votre candidature. Vous serez candidate coûte que coûte, pour reprendre une expression du moment. J'ai été pour l'instant désignée par la France Insoumise et j'ai présenté à la France Insoumise le profil que je voulais avoir dans cette campagne, c'est-à-dire un profil de rassemblement, notamment avec les communistes qui, ce week-end, vont avoir une conférence régionale pour discuter de leur stratégie. Et mon état d'esprit, ma candidature, est celle qui veut prôner un rassemblement des insoumis, des communistes, des acteurs et des actrices du mouvement social, et au-delà, si possible, de rechercher encore plus loin des alliances pour porter une gauche de transformation sociale et écologique dans notre région face à Valérie Pécresse, oui, qui est bien à droite, aussi a une logique très importante dans la région, puisqu'elle arrime tout à cette obsession de la compétitivité, si bien que la vie quotidienne et les franciliennes et les franciliens finissent par être les grands oubliés de la politique régionale. Vous discutez avec Audrey Pulvar et Julien Bayou? Audrey Pulvar a proposé un rassemblement sans les insoumis. Bon, c'est une curieuse approche du rassemblement à gauche. Donc, difficile de discuter avec elle. En tout cas, elle n'a pas pris contact avec moi. Avec Julien Bayou, nous discutons aussi parce que nous nous rencontrons souvent dans un certain nombre d'événements. Et par exemple, dimanche, nous serons, je crois, ensemble, enfin en tout cas au même événement, au Triangle de Gonesse, pour dire que nous voulons un projet qui s'appelle le projet Karma, qui est un contre-projet par rapport à celui, vous vous souvenez, Europa City, de la famille Muliez, qui voulait faire un immense complexe commercial, même avec des pistes de ski
en Île-de-France, imaginez-vous un peu le niveau du projet, eh bien, la mobilisation a permis de faire capoter ce projet et maintenant il s'agit de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Et donc voilà, moi je suis pour le projet Karma, qui est un projet d'économie circulaire avec une préservation des terres agricoles, du maraîchage, du recyclage, un institut de formation au métier de l'environnement. Et donc, par exemple, nous serons ensemble dans cette bataille dimanche. Et vous reviendrez nous parler de votre projet et votre candidature, Clémentine Autain. Merci avec beaucoup. Grand plaisir. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci Fabrice. Merci. On passe tout de suite au Club des Territoires. La Mutuelle Nationale Territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des Territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des Territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des Territoires. Le Club des Territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés radios vont nous rejoindre dans quelques instants. Jean-Baptiste Forêt, César Armand et Arnaud Benedetti. On analysera bien sûr avec eux les annonces hier de Jean Castex et puis on verra la réaction dans nos régions. On sera à Metz avec le maire de la ville, François Grosdidier, qui a reçu d'ailleurs hier la visite de Jean Castex et d'Olivier Véran. On sera à Chartres avec Sébastien Coratin, journaliste à l'Écho Républicain. Mais d'abord, vous l'avez vu, toute la semaine, nous étions dans le Pas-de-Calais et le vendredi, vous le savez, c'est l'heure du bilan. Et ce bilan, on le fait avec vous, Jérôme Rabier. Bonjour. Bonjour. On vous a suivi toute la semaine dans le Pas-de-Calais. Vous étiez avec Quentin Calmet sur les conséquences de ce Brexit. On a vu vos 3 reportages. Et ce matin, vous vouliez revenir sur un peu les freins que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne a déjà provoqué dans ce département. Oui, parce qu'on a beaucoup dit que ce Brexit, il n'avait pas provoqué le chaos tant redouté. S'il n'a pas provoqué le chaos, il y a quand même déjà quelques couacs. Mardi matin, on vous a montré les contrôles à la frontière au port de Calais. Ça n'a pas provoqué de longues files d'attente de poids lourds, mais quand on est arrivé, il y avait déjà 60 camions dont les formalités n'étaient pas complètes et qui devaient patienter. 60 camions, ça paraît pas beaucoup, mais on n'est qu'à 30% du rythme de croisière du trafic normal, crise sanitaire oblige. Le directeur régional des douanes nous a dit que si le trafic était normal et que ça commençait à coincer des 2 côtés de la frontière, ça pouvait très rapidement paralyser tout le trafic, empêchant les ferries de débarquer leurs camions et donc d'en charger rapidement. L'embolie tant redoutée serait là et c'est un scénario qui n'est pas du tout écarté par les autorités. Et mercredi matin, on a vu votre reportage à Boulogne-sur-Mer. Et là aussi, tout n'est pas non plus réglé du côté des pêcheurs malgré l'accord. Si les pêcheurs sont plutôt soulagés de pouvoir continuer leur activité dans les eaux britanniques, ils ne peuvent pas encore aller pêcher au plus près de ces côtes, entre 6 et les 12 000 marins, les eaux très poissonneuses. Il faut pour cela des licences qui n'ont pas encore été délivrées par les autorités britanniques. Depuis 15 jours, les gouvernements